Je ne sais pas si c'est un cadeau d'être en fin de journée comme ça. On va parler de plusieurs choses là aujourd'hui, et ça s'inscrit dans une logique qui a commencé donc avec ARPA en 1975, où il y a eu de l'Internet, il y a eu du Web 1, Web 2, et puis on en est au Web 3. Donc on va rentrer un peu dans les arcanes de ce qui peut composer le Web 3. Pour plusieurs raisons, c'est que, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'Internet à partir de 1993-94. Et puis, il y a d'énormes opportunités de création de business, de changement de job, de nouveaux jobs, et même au sein de la même entreprise, en fait, de faire évoluer son entreprise un peu de l'intérieur, ce qu'on appelle jusque-là la transformation digitale, mais elle est en train vraiment de s'accélérer. Pour rapidement me présenter, donc moi j'ai fait plusieurs choses, quelques trucs dans ma vie. J'ai un background d'ingénieur plus MBA et HEC. J'ai passé 2 ans dans les sous-marins nucléaires, lanceur d'engins. Ça m'a donné une sensibilité comme ça à l'homme qui est quand même assez forte parce qu'on dépend vraiment les uns des autres. On est 135 sur un bâtiment de 135 mètres de long. 6 ans dans la pub, 6 ans chez McKinsey. Et puis ensuite j'ai lancé Altavista en France et dans 32 pays dans le monde. Donc Altavista, c'était le moteur juste avant Google, qui avait à l'époque, quand j'ai rencontré Larry Page, il avait 5 millions de visiteurs uniques et on en avait 110 millions à peu près. Donc, et on a perdu pour différentes raisons, manque de soutien. J'étais tellement écœuré que je suis allé tenter l'Everest à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai fait demi-tour à 8700 mètres, un tout petit peu plus haut que le nuage, là, comme ça. Et au retour, je travaillais pour Danone, travaillais pour Apple, où j'ai lancé le data mining. Et puis, depuis 2015, beaucoup de travail sur la blockchain. Ressenti profond que 20 ans après l'Internet, donc de 1995, il y avait la même chose qui était en train de se reproduire, alors pas avec les mêmes communications et autres, mais avec ce concept de confiance distribuée ou de confiance centrale qui disparaissait et qui est en train de se propager maintenant, et vous allez mieux comprendre juste après pourquoi. Donc différents travaux avec du Dalkia, Total, MBDA pour des missiles, Orange, Thales pour des drones et Orange pour des systèmes de vote. Et on a créé avec Emmanuel, qui est aux manettes, au moins avec la vidéo, on a créé France Méta donc en début d'année, pour une raison très simple, c'est qu'on s'est dit, il y a eu un énorme événement qui est arrivé, c'était en octobre, Mark Zuckerberg qui décide qui fait son annonce comme ça de métaverse, donc, et de changement de Facebook en méta. Et si vous regardez un peu sur Google Trends, vous verrez le petit pic comme ça d'un intérêt excessivement fort. Le seul problème, c'est qu'il a défini le métaverse comme étant, c'est de la 3D, il y a un avatar et il faut des lunettes. Bon, nous, on s'est un peu opposé en ça. Et puis le deuxième point, on pense qu'il y a d'autres métaverses, et je vais vous donner les exemples, c'est important par rapport à des choix de métier ou de création de business. Et le deuxième point, c'est de dire, on ne va pas laisser les GAFA, ils nous ont fait GAFA 2.0, maintenant il y a un match de retour qui est en cours, donc on va essayer un peu de contrer cela. Donc on a créé France Méta, où il y a 1300 membres, vous pouvez rejoindre, c'est gratuit pour les particuliers, c'est 10 € pour les développeurs, c'est 100 € pour une start-up, enfin voilà, vous verrez un peu un peu tous les grades qu'il peut y avoir, 1300 membres au total. Le premier point à garder aujourd'hui, je vais vous parler de technologie. Technologie, ce qui est assez intéressant, c'est cette courbe-là qui a été faite par BlackRock, le fameux fonds qui gère doit être à peu près à 24 000 milliards avec 4 000 participations de fonds. C'est l'ensemble des technologies et le rythme d'adoption sur le siècle dernier. Donc, vous avez le téléphone, l'électricité, je ne vais pas vous détailler comme ça tous les points. Le point important à garder, c'est que les vitesses d'adoption en fait, des technos sont de plus en plus rapides. Vous voyez, c'est la forme de la courbe qui est en train comme ça de se verticaliser de plus en plus. Imaginez qu'avant, il fallait à peu près une vingtaine d'années pour une adoption comme le air travel, de faire du voyage. Et là, maintenant, on est passé à quelque chose où, regardez le smartphone, moi j'étais chez Apple quand il a été lancé, c'était en 2009-2010. Il a fallu 2 ans pour le lancer en France, ça ne marchait pas. Il devait s'en vendre à peu près 10 000 par an, c'est-à-dire à peu près une centaine par semaine, 100, 200 par semaine, et c'était 10 000 par jour 2 ans après. Donc, c'est un peu radicalisé. Enfin, c'est devenu de plus en plus pentu. Et c'est pareil pour la blockchain. Donc, la blockchain, pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il en retourne, faut que je me rapproche.
Pour ceux qui en retournent, on en est déjà au niveau à la phase 4. Donc ça a commencé avec la blockchain 1.0 qu'on pourrait qualifier de Bitcoin. Bitcoin, c'est une réponse à une crise qui s'est passée en 2008 avec la crise des subprimes et le fait que la banque centrale américaine, la Federal Reserve, ait lâché en fait la banque Lehman Brothers. Donc il y a eu une faillite. Quelqu'un, Satoshi Nakamoto, pseudonyme de Nick Nzabo ou d'un collectif probablement, a décidé en fait de créer un système de peer-to-peer pour du cash, donc la capacité à échanger du cash. Lisez le document, il fait 9 pages, il est assez formidable dans l'esprit lui-même, et c'est lui qui porte un peu toute cette vague de Web3, de blockchain et de métaverse dont on va parler. Donc ça s'est passé. Le bloc Genèse, c'est le 3 janvier 2009. Et en 2014, il y a Ethereum en fait, qui a été créé, Gavin Wood, Vitalik Buterin, avec Merge d'ailleurs, qui a lieu aujourd'hui comme un changement un tout petit peu radical. On pourrait qualifier ça de blockchain 2.0. Jusque-là, on ne faisait que de l'échange en fait, de cash d'une personne à une autre. À partir de cette date-là, 2015, on peut créer des actifs digitaux comme ça, qui sont enregistrés, des tokens, on peut créer des ordres, ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire inclure dans le mégaoctet que l'on a de disponible des infos, des lignes de programme qui sont auto-exécutables. Ça a donné une vague qui a été absolument énorme en 2017-2018, qui est la fameuse vague des ICO. C'était la première fois dans l'histoire où il y avait une techno qui était en train de générer, en fait, de s'auto-financer. Et il y a eu à peu près 30 à 40 milliards qui ont été générés comme ça par cela. Et tout ça à base principalement d'Ethereum. Donc ça a servi à créer des nouvelles technos, les Tezos, les Solana en fait, et autres, qui sont apparus à ce moment-là, et IOTA. Enfin bon, je ne vais pas tous vous les lister, mais au total, il y a eu à peu près 200-300 blockchains en fait, qui ont émergé. Et il y a toujours du darwinisme à l'œuvre entre ces blockchains parce qu'elles ont levé énormément d'argent à ce moment-là. Donc il n'y a pas les lois habituelles pour les startups. Elles ont tout le cash qu'il faut en banque en fait, pour continuer à survivre. Là, on est rentré maintenant depuis à peu près un an dans une autre phase, un an et demi, avec DeFi, NFT, DAO et tous les métaverses qui constituent le Web3. Je vous donnerai le détail juste après. Ça, c'est donc un peu tout ce qui s'est passé avec les ICO, qui a été un peu très visible et qui a donné un peu cet élan et un peu cette réserve comme ça qui a permis à toutes les technos comme ça d'apparaître. Donc ça, c'était les fameuses années un peu folles de 2017-2018 où il y a eu les 40 milliards dont je parlais avec les différents continents qui sont repérés ici. L'an dernier, donc là c'était le 11 mars 2021, il s'est passé quelque chose d'assez singulier. Jusque-là, on parlait de 3 types de tokens qui étaient en haut, c'est les security tokens, utility tokens et payment tokens. Et on les partageait en fait entre 3 boîtes, les intangibles, tangibles, fongibles, non fongibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est que c'est la case NFT en fait, qui a gagné en visibilité pour un événement. Parce qu'il y a eu la fameuse toile de Beeple, Every Days, donc les 5000 premiers jours de sa vie, qui étaient présentés sous une forme digitale comme celle-là, avec quand même pas mal de pixels, donc 21 000 par 21 000, ce qui fait quand même quelques millions de pixels. Et ça a été vendu le 11 mars 2021. Il y avait une évaluation, je crois, pour 120 000 ou 140 000 dollars. Et en fait, c'est Christie's qui a fait la vente et ils l'ont vendu 69,3 millions de dollars. Donc ça a donné, vous savez, c'est le coup d'envoi dans les courses, ready, set, go, et le coup est parti, et tout le monde s'est précipité à ce moment-là sur les NFT. Et Christie's, à eux tout seuls, ils ont vendu à peu près 150 millions pour l'ensemble de l'année en 2021, par rapport aux 7 milliards en fait, de chiffre d'affaires qu'ils pouvaient avoir. Un exemple de NFT, très souvent vous associez le NFT à l'art, à digital, enfin à quelque chose d'immatériel. Fondamentalement, on peut en faire absolument ce que l'on veut. Donc pour ceux qui sont familiers des tokens, on peut l'appliquer un peu à tout ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur différents projets, là, et ça s'est fait en début de cette année. On a commencé à travailler en octobre de l'année dernière, on l'a lancé en janvier. Donc là, vous voyez un NFT de bouteille de vin. Donc la bouteille de vin, quand vous dites NFT, vous dites ça va être le jumeau numérique, et puis le jumeau numérique, en fait, on va simplement le rendre disponible et on va pouvoir se l'échanger, l'avoir sur des bourses en fait et autres. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec le NFT. C'est quitter simplement la physical bottle qui est là et rajouter de la valeur. Donc vous pouvez rajouter par exemple une assurance. Vous pouvez rajouter un droit de garde de la bouteille, c'est-à-dire la bouteille qui ne bouge plus, elle est gardée directement. Ça, on l'a fait pour Château Margaux, on l'a fait pour Pétrus, on l'a fait pour pas mal de grands crus classés. Vous pouvez même rajouter une notion de partage, c'est-à-dire si vous avez été une dizaine à acheter la bouteille,
vous pouvez décider, on appelle ça dans la blockchain une constitution, vous pouvez faire une décision qui est tous les ans, on fait un doodle, et s'il y a, je ne sais pas, si 10 personnes ont acheté, et s'il y a 8 personnes qui sont d'accord pour boire la bouteille à une date donnée, à un endroit donné, on boit la bouteille. Et on le répète d'année en année comme ça, et on peut même décider de mettre ce qu'on appelle une tontine, c'est-à-dire le dernier survivant. Si on ne s'est pas mis d'accord, c'est le dernier survivant qui va hériter de la bouteille. Vous voyez, donc ça, c'est ce genre de choses qu'on peut encapsuler dans un NFT. Donc on peut rajouter, très souvent, vous allez avoir une vision du NFT qui est un bloc, alors qu'en fait, c'est un organisme vivant et surtout multicouche, où vous pouvez rajouter absolument autant de couches que vous voulez. Par exemple, un des travaux qui a été fait, que je n'ai pas mentionné ici, quand vous faites une analyse œnologique du vin, vous parlez des notes du vin, la note boisée, fruitée, laiteuse, enfin il y a de multiples choses. Ben, ça fait penser immédiatement à la musique. Donc il y a des vins, vous allez goûter, je ne sais pas, un Pétrus ou un Château Margaux 96, ben vous entendez, vous n'êtes pas très loin d'entendre du concerto 21 de Mozart. Donc il y a des notes comme ça qui peuvent se correspondre et vous pouvez prendre comme ça des séquences et les associer, vous voyez, et enrichir le NFT comme ça dans le temps. Vous pouvez aussi le faire verticalement, chose aussi qui est en cours, c'est de dire vous pouvez associer à la parcelle. C'est-à-dire, si vous prenez un litre de grand cru, vous avez besoin d'à peu près 10 mètres carrés. Si c'est un grand vin, vous avez besoin de 5 mètres. Si vous prenez la piquette ancienne, qui sont devenus quand même des bons vins du Roussillon, ben vous allez avoir besoin de 3 mètres carrés. Donc vous pouvez lier ces 3 mètres carrés de l'immobilier, donc de l'usufruit, directement en fait à la bouteille et lier comme ça, enfin faire un package. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu qu'il y a une zone de créativité dans les NFT que l'on ne voit pas tout le temps. On voit de la créativité artistique, alors que vous avez une putain de créativité business qui est à développer et qui peut vraiment être ajoutée et fabriquer une valeur très très différenciante comme ça sur le marché. Donc, ce qui s'est passé après à ce moment-là, et ça, la bascule a eu lieu à peu près au même moment vers l'été de l'année dernière, c'est que de NFT en fait qui était simplement horizontal, le fameux NFT non fongible, on est passé à quelque chose qui était le NFT de surface immobilière. Et là, immédiatement, il y a une cinquantaine en fait, de métaverses qui sont apparus. Pourquoi? Parce qu'on avait des NFT de mètres carrés que l'on pouvait acheter, les fameux terrains que l'on peut acheter et qui sont bien enregistrés sur la blockchain. Donc vous voyez le mouvement ici, un peu une sorte de bombe A qui pète, et puis vous avez la bombe H qui est en train d'arriver après et qui est juste en phase avec l'annonce de Mark Zuckerberg à ce moment-là. Donc là, après, apparaissent tous les métaverses qui sont basés sur de la vente de terrain, alors avec des constitutions comme par exemple pour Decentraland. Donc on retrouve un peu la démarche de Zuckerberg, je dirais, pour certains d'entre eux. Là, vous avez Sébastien Borgé donc pour Sandbox, pour The Sandbox, qui présente un peu les différents métiers en fait, qui existent pour lier au métaverse. Et il fait un très bel exemple comme ça sur cette charte-là de l'écosystème. Donc ça, c'était un shooting qui a eu lieu là quand il avait fait sa présentation. Je crois que c'était au Meta Week. Hein. Et voilà, où il y a des mental coach, il y a du business, il y a du discovery, il y a du play, il y a de la création comme ça qui peut être. Donc ça, vous aurez accès, si vous venez sur le site de France Méta, on vous mettra la diapo. Donc ça aussi, ça peut vous illustrer la manière de réfléchir, vous voyez, sur tous les métiers. Donc ça, c'est tel que Sandbox le voit. Et on va voir, c'est un tout petit peu plus riche. Parce que là, par exemple, il y a quelques NFT qui apparaissent, mais vous pouvez comprendre que le NFT, c'est beaucoup plus que ça. Pour rajouter, le truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pour le vin, vous pouvez très bien rajouter des NFT de primeur. Quand vous pensez à des NFT de primeur, il n'y a pas plus immatériel qu'un primeur. Et bien là aussi, vous pouvez le rentrer à l'intérieur. Donc il y a certains sur lesquels on est allé dès le mois de septembre de l'année dernière, comme Upland, là, qui sont très centrés sur l'immobilier. Donc là, j'ai acheté 5-6 terrains là, ça a pris de la valeur, je ne m'en suis pas trop occupé. Mais on peut construire, on peut visiter, enfin il y a de multiples choses qui sont faites. Ils couvrent les États-Unis, ils sont en train un peu de s'étendre dans le monde entier actuellement. Alors bien sûr, il y a la vision de Mark Zuckerberg, que je vous ai définie tout à l'heure, qui est un tout petit peu résumée par Mark en train de marcher dans l'allée avec tout le monde avec un Oculus sur la tête. C'est franchement pas la vision que l'on a. J'ai 7 enfants, chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais j'ai juste un vrai soin de préservation de leur santé mentale. Donc il y a certaines interdictions pour des applis, il y a des limitations pour Fortnite et autres. Et là, je pense que ça va assez rapidement en faire partie. Donc là, il y a des espaces de travail, des espaces de jeu, espaces de visite, espaces de sport. Et puis des démonstrations qui ont été faites par Carrefour. Alors, je crois qu'il a été dévoilé que c'était pas sur Sandbox, ça devait pas être sur Horizon ni sur Sandbox. Mais bon, voilà. Enfin, il y a
il y a un univers dans lequel on adhère ou on n'adhère pas, mais qui a plutôt tendance à faire peur. Quand vous lisez toutes les critiques, ils sont juste en train de critiquer ça. Alors qu'on a, nous, un sentiment, c'est qu'en fait, il existe plusieurs métaverses. Et que, paradoxalement, si on prend une autre définition que simplement la définition, on a besoin de 3D, des avatars et des lunettes, vous voyez que, et vous prenez une autre définition qui est par exemple une représentation de la réalité parmi d'autres, ben vous allez tomber sur le fil, votre fil d'info en soi, c'est un métaverse. Vous allez avoir une carte est aussi une représentation de la réalité. Et on a fait des choses qu'on a appelées 2,5D, qui permettent en fait, avec une société qui s'appelle Work Adventure, qui permettent en fait de visualiser, de faire une carte sur laquelle on peut se déplacer avec des avatars, mais dès que deux personnes se rencontrent, en fait, il y a un pop-up qui est là et avec une visio qui apparaît et qui permet en fait d'avoir des espaces de travail et des espaces de partage d'informations. Alors bien sûr, on peut aller un tout petit peu plus loin et faire des jumeaux numériques de réalité, alors des jumeaux historiques, des jumeaux en temps réel, si vous avez des 3D stores, des stores virtuels pour vendre des produits physiques ou des NFT. Et puis, vous pouvez faire néanmoins, bien sûr, des applications, mais en immersif. On est en train de réfléchir, par exemple, je donne des cours à l'INES, donc des cours sur le métaverse et santé, où je donne des illustrations d'une parfaite utilisation pour faire de la simulation pour des chirurgiens. Mais ça suppose un équipement. Vous avez les lunettes, vous avez des gants de retour haptique, vous avez des outils qui vous donnent des vibrations en fonction des utilisations comme ça qui sont faites. Et il y a des utilisations aussi particulières que l'on peut penser pour le futur. Pour l'instant, il y a un très beau Nike Store. Vous pouvez aller sur Nike Store, mais bon, vous allez regarder la chaussure un peu dans tous les sens. Et on pourra chausser des gants pour peut-être tester en fait la flexibilité de la chaussure carbone. Pour ceux qui courent dans la salle et vous en avez déjà essayé, c'est quand même assez différent et vous avez besoin de le tester. Si vous ne pouvez pas aller en magasin, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Donc là, on ouvre la voie à ce qu'on peut appeler du métacommerce, où on va avoir une interaction avec la réalité possible dans des univers virtuels, mais il va falloir des outils comme ça pour y arriver. Alors, cette charte-là, c'est aussi pour rappeler qu'il faut quand même raison garder par rapport au métaverse. Si vous avez des efforts, si vous partez à fond là-dedans, attention, c'est en train de partir tout doucement. Formations qui ont été créées par Emmanuel avec Métaverse Collège, et qui sont des cycles comme ça de 2-3 mois comme ça pour arriver à développer les compétences. Donc ça prend du temps déjà pour apprendre de quoi il en retourne. Et puis surtout, il n'y a pas tellement d'utilisateurs. Si vous prenez Sandbox sur la totalité de l'année, c'est 2 millions de visites. Donc à un moment, il faut juste se calmer. Quand vous faites les comparaisons, surtout avec les joueurs de vidéo en e-sport, où vous êtes à peu près à 500 millions, et vous prenez Roblox, vous avez 47 millions d'utilisateurs par jour. Donc voilà un peu le surbuzz, un peu la surmédiatisation qu'il y a eu avec le métaverse. Le métaverse n'est pas encore complètement là. Donc on est dans une phase où, en effet, il faut prendre position, surtout si on est dans le CAC 40 et grandes sociétés, un peu comme Internet 95. Moi, je me suis fait shooter de réunion d'un grand assureur français en 98, j'étais chez McKinsey à l'époque, en train de faire une recommandation de bascule d'une partie de leur activité sur Internet. On m'a demandé de sortir du comité de direction en me disant « mais c'est de l'hérésie, c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais comme ça ». Donc soyez prêts, il y a du vent contre, mais le vent est là quand même. À titre de comparaison, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les possesseurs de wallets dans le monde. Donc on était à peu près à 100, 200 millions il y a à peu près un an. On est à 350, 400 là maintenant. Et on prévoit à peu près 1 milliard d'ici le milieu d'année prochaine. Donc là, il y a un mouvement qui est là. Et là aussi, à titre de comparaison, j'ai rappelé le nombre de unique users qu'il y avait sur l'Internet en 2000. On était à 300 millions. Donc vous voyez, le rythme est là. Pour avoir vécu la période Internet, un peu avant Internet, Internet et après, Internet allait à 4-5 fois la vitesse en fait normale de la vie. Le Web 3 va déjà 2-3 fois à la vitesse d'Internet. Voilà. Donc ça aussi, en termes de formation, c'est vraiment de la formation continue, compliquée avec les diplômes, compliquée, enfin avec tous ces éléments-là, les formations d'école. Moi, je donne des formations dans les écoles, mais je leur dis, je vous assure une formation pendant 2 mois. Dans 2 mois, elle est périmée. Donc il y a vraiment un besoin. Alors la clé, elle est simple. Vous mettez dans Google News les besoins d'infos pour être alerté ou Google Alert, et vous mettez vos secteurs de prédilection. Si vous êtes intéressé par le vin, la blockchain, le métaverse, vous avez un petit rappel tous les matins, comme ça, et vous lisez les 2-3 articles. À coup de petites doses comme ça, vous arrivez à rester en fait dans la course. Si vous êtes fan des cryptos, de certaines cryptos en fait et autres, vous le faites probablement déjà.
Mais là, maintenant, vous pouvez ouvrir comme ça ce champ-là. Donc, gardez en tête ce unique user. On est à 4 milliards là, maintenant. Mais là, c'est en train d'aller beaucoup plus vite pour les métaverses. Très souvent, c'est pas complètement clair pour tout le monde qu'est-ce qui est dans quoi, parce qu'on parle de tous ces buzzwords et vous allez avoir beaucoup de startups qui partent sur les trucs. Donc là, j'ai essayé de mettre sur une carte un peu les différents points et la manière dont ça peut interagir. Et il y a assez rarement des bulles qui sont les unes dans les autres. Vous voyez que Metaverse, si vous prenez les Metaverse de Facebook, vous n'avez pas de NFT à l'intérieur. Mark Zuckerberg s'est pris 2 claques, une claque pour Libra et une autre pour Diem après en retour. On n'entend plus parler de NFT. Alors que dans le même temps, on entend parler de Jeff Bezos là maintenant, qui est en train de travailler avec la BCE pour définir le Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire toute la banque de retail banking, donc la monnaie digitale pour faire du retail banking. Donc il y a différentes cartes, différents éléments qui sont en train de se jouer. Évidemment, NFT est à l'intérieur de token qui est à l'intérieur de blockchain. Avatar NFT, on peut les rapprocher par moment, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu trop de travail qui a été fait là-dessus. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle Talk3 et qui permet, dont je vais vous montrer la création par la suite, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et bien sûr, il y a la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui sont quand même assez importantes, qui tournent pas très loin de ça. J'ai pas mis le gaming avec Unity, Real Engine et autres, mais vous pouvez imaginer un peu l'importance que ça va avoir aussi en termes d'interaction et de génération comme ça de nouveaux univers. Donc ce qu'on a fait pour Meta, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'appelle ça de la 2,5D, parce qu'on a pris des vues de Google, ça c'est Santa Rosa, qui est au large de Malibu. Il y a quelques baleines qui, si vous allez un jour sur l'île, vous verrez des baleines tout à fait à la pointe ouest. Et on a mis une carte sur laquelle on a mis un peu les centres d'expertise, par exemple de France Méta. Et dessus, vous allez avoir de temps en temps des personnes quand elles viennent, ou quand on donne rendez-vous à tous les membres de France Méta, les 1500, on peut se retrouver comme ça sur cette carte-là et avoir des échanges. Donc ça, c'était un autre exemple d'une autre réunion qu'il y avait eu, où vous avez un peu tous les gens qui se mettent à se rencontrer. Et à chaque fois qu'il y a 2 personnes qui sont l'une à côté de l'autre, vous avez la visio qui apparaît. C'est excessivement intéressant comme solution, alors pour une raison aussi très pointue, c'est que vous n'avez pas d'identification de ID à faire, qui est un gros problème d'identité numérique que l'on a sur les métavers. C'est ce qu'on est bien en train de parler à la personne qui dit qui elle est. Voilà. Donc là, on a une visio en temps réel, donc on sait que la personne est bien là. Donc ça affranchit beaucoup de problèmes de sécurité. Si jamais vous avez des enfants et vous les lâchez sur le métaverse et qui est en train de discuter avec des copains, vous voyez les copains, la tête des copains et des copines qui sont en train de discuter. Donc ça aussi, en termes de contrôle, jusqu'à un âge, je dirais, de 14-15 ans, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça vous montre un peu un côté en animation. On a écrit un papier, c'était en début d'année, là, comme ça, sur les métamétiers. Donc on peut commencer à lister tous ces éléments-là. Vous avez le lien, si vous allez sur mon profil, vous verrez quel serait votre prochain métamétier. Où on a commencé un peu à lister, on en a listé à peu près 50, en posant des questions. Est-ce que c'est une transposition de ce qui existe, ou est-ce qu'il y a d'autres métiers en fait, qui peuvent apparaître? Donc là, j'ai mis des exemples, c'est méta-guide, accompagnateur pour des méta-visites. Il y a méta-rechercheur, des outils ou des personnes sympathiques qui vont vous permettre de vous orienter et de vous accompagner. Il y a méta-arpenteur, quelqu'un qui va vérifier que vous avez la bonne surface en fait qu'il faut, ou qui va vous préparer votre installation à venir. Il y a le méta-docteur qui peut jouer un rôle comme ça d'accompagnateur. Il y a des méta-architectes, parce que un peu comme au début du web, il y avait des web designers, on voit bien qu'il y a du design d'espace qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que quand vous créez une architecture sur un métaverse, vous avez de l'architecture à l'intérieur de l'architecture de l'architecture. Donc on peut créer de l'inception, si vous voulez, on peut injecter de l'inception comme le film, où vous êtes dans un truc et qui va tomber en abîme en fait à l'intérieur et qui peut se boucler avec la réalité. On a eu l'occasion de le faire quand on était allé défendre les couleurs de la France à la Meta Week à Dubaï, où on avait mis un écran où les personnes qui étaient dans la salle étaient en train de se regarder à l'écran alors que ça passait par la France et ça revenait. Donc il y avait des boucles comme ça, un peu logiques, qui peuvent être pensées. Voilà. Donc ça, il y a des espaces, des manières nouvelles de penser l'espace et de penser bien sûr le trafic aussi. Parce que pour l'instant, quand vous allez dans une boutique virtuelle, vous êtes tout seul. Imaginez que vous allez dans une boutique virtuelle où il y a du vin. Quand c'est sur le métaverse,
toutes les personnes sont là. Donc si c'est une opération de trafic, vous avez 5000 personnes, c'est est-ce que vous mettez les 5000, est-ce que vous en mettez 500, est-ce qu'il y a une queue à l'entrée dans le métaverse? Enfin, vous voyez un peu les différents éléments, qu'est-ce que vous prévoyez en backup? Donc il y a toute cette gestion très méta-merchandising, vous voyez, qui n'a pas encore été clairement pensée, alors que Meta, donc Facebook, est en train de mettre des limites de 1 mètre. Donc imaginez des queues avec 1 mètre et vous avez 1000 personnes, ça y est, vous avez 1 kilomètre de queue dans le métaverse. Stupide. Vous avez des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître parce que il y a des fournisseurs de produits qui eux-mêmes sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est le cas de Samsung. Samsung est en train de créer, en fait, vous avez la possibilité, si vous allez sur le site, ou un des sites de Samsung, de créer des NFT, donc de faire ce qu'on appelle du mintage. Mintage, ça veut dire frapper la monnaie, donc fabriquer en fait une monnaie, fabriquer un actif digital comme un NFT. Donc là, ça veut dire que les grands écrans sont pensés maintenant comme des salles d'exposition, un peu comme des musées, avec des NFT qui peuvent être échangés. Alors ça peut être en effet les photos de famille, mais là vous allez être rapidement lassé. Mais en effet, il peut y avoir des œuvres qui sont échangées, partagées, surtout avec les outils de création. Si vous connaissez comment ça s'appelle, Midjourney, par exemple, vous prenez quelques mots sémantiques et vous avez une œuvre d'art qui est créée. Et c'est ces œuvres d'art qui ont gagné en fait le dernier concours européen de création artistique. Donc il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se produire. Il y a de multiples applications aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de la créativité que l'on peut avoir sur les NFT. Bon, là, ça donne les exemples d'une partie de ceux sur quoi j'ai travaillé depuis 5 ans. C'est des tokens, en fait, des tokens pour des forêts. Vous avez des tokens de bien-être animal. J'étais encore ce matin avec un grand réalisateur français pour créer des NFT et des métaverses pour financer son prochain film, avec des NFT, je dirais, waouh. Il y a des certificats verts qui peuvent être faits parce que quand vous faites un mégawattheure, pour l'instant c'est envoyé dans un pool et puis tout ça est mélangé, on vous dit vous avez 10% de verre et taisez-vous ou pas très loin. Là en fait on peut faire des mégawatts à chaque fois qu'on fait un mégawatt, le certificat est fait avec le nom de la turbine, le nom de l'éolienne, le lieu de l'éolienne et l'heure de l'éolienne. Donc on peut faire un eurodatage et on peut faire une géolocalisation en même temps. Et à ce moment-là, on a des certificats. Ça, je suis en train de le faire aussi pour du thé au Népal. Le Népal a 10 000, 11 000 producteurs de thé. Et ils se posaient la question de faire une sorte d'AOC, enfin de truc, ou de valoriser. Je leur ai dit, on va prendre des photos. À chaque fois, vous faites une récolte. Vous prenez la photo du lopin, de la personne, de la famille, du transport, du truc. Et on peut avoir en finale un token sur le paquet qui va raconter un peu toute cette histoire-là. Et donc, de facto, vous avez fabriqué un AOC. Vous voyez, le métier qui est apparu, c'est d'être un AOC sans avoir, en fait, l'appellation d'origine contrôlée, comme ça, sur le truc. Donc ça aussi, c'est nouveau métier. Alors, il y en a eu pour des patrimoines, il y en a pour des maisons de santé, pour la maladie de Lyme avec Luc Montagnier. Enfin, voilà, de multiples éléments comme ça, des applications pour des votes. Ça avait été fait pour Orange, déjà mentionné tout à l'heure. Pour le cinéma, par exemple, il y a des applications. Le NFT, vous allez faire des rencontres. Donc, le NFT va vous donner l'équivalent d'un billet, mais sur lequel vous allez rajouter des rencontres, des avant-premières, des tournages, faire le final cut avec le réalisateur. Vous pouvez avoir un petit bout du film, une image du film par exemple, ou alors une séquence, ou alors une part du catalogue historique. Si la personne a fait 30 films, après tout, s'il est prêt à le vendre, vous pouvez faire du NFT là-dessus. Vous pouvez promettre un retour sur investissement, donc être très proche d'un security token avec des pourcentages de recettes, des parts de bénéfices ou certains autres calculs. Et puis vous pouvez faire des acteurs réels en fait en étant figurant du film. Vous pouvez très bien dire la personne va être intégrée dans le film comme figurant. Donc on est en train de réfléchir sur ce système-là. Vous mariez, vous voyez, le digital avec du NFT, avec du métaverse en fait et autres, parce que derrière, bien sûr, il y a des métaverses qui sont là et qui peuvent être créés un peu à la volée. Pour le retail, énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître aussi, puisque là, vous allez avoir le Web 1, vous avez des consommateurs, Web 2, consommateurs et contributeurs, et Web 3, il y a cette notion de possesseur, c'est-à-dire le luxe devient accessible. C'est les chaussures Nike à 25 € en virtuel, que vous pouvez transformer en réalité après, mais en attendant, vous avez des chaussures uniques comme ça qui sont vendues. Donc là, il y a Artefact, qui avait été une société française qui a dû être achetée, c'était en décembre de l'année dernière, parce que justement, elle était capable de fabriquer à la volée des Nike uniques. Donc exactement ce que l'on peut faire avec
avec les Boring Apes et tout ça, tout ce qui est en génération digitale automatique. Là, on peut le faire pour des chaussures. Donc là, vous voyez tous les exemples avec des déclinaisons dans des stores, dans des univers, dans du truc, enfin bon, voilà, multiples choses. Mon credo, c'est que tout ça va être imbriqué à un moment, mais avec 3 niveaux. Il y aura ce niveau de carte habituel quand on est dans un lieu commercial, un centre commercial. Si vous faites un zoom à l'intérieur, vous rentrez dans un univers virtuel où vous pouvez acheter ou du NFT ou des chaussures, avec des vraies questions qui se posent. Est-ce que vous faites du méta-commerce ou est-ce que vous faites du méta to web commerce ou méta to e-commerce ou méta to store ou méta to web to store? Enfin, il y a pas mal de questions comme ça qui se posent. Nike, au travers de son store, sont arrivés à faire, ils devaient en être à la fin du mois d'août, ils étaient à 127 millions de dollars. D'accord ? Bon, pour vous montrer un peu quand même le chiffre d'affaires, alors que Gucci, on en a pas mal entendu parler l'an dernier, est monté à 6,5 millions de dollars pour l'ensemble de l'année dernière. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y a une dynamique. Nike a fait ce qu'il faut. Decathlon, voyant cela, a mis 40 personnes au boulot pour créer un métaverse. Donc vous allez avoir bientôt des plateformes d'entraînement, peut-être de visualisation, de simulation d'efforts, de comparaison en fait, et autres avec cela. Donc là, Nike, là aussi, la manière, tout un travail nouveau, un peu de design qui va apparaître, parce que comme vous avez un espace digital, vous avez besoin d'avoir une attractivité forte. Et là, l'exemple qui est par Nike, pour Tokyo, je ne sais plus trop, c'était à Himeji, je ne sais plus où, Shinjuku probablement à nouveau. Donc c'était des chaussures, alors avec des sons qui sont absolument superbes et autres. Donc là aussi, il y a des nouveaux métiers, vous voyez, de design qui jouent le rôle d'attractivité, de buzz, création du buzz, parce que ça se pousse bien sûr sur les réseaux sociaux en fait et autres. Il y a des nouveaux métiers, celui-ci vous l'avez peut-être vu. Bonjour, je vous invite à nous rencontrer au salon SME les 19 et 20 septembre prochains pour parler avatar, pour parler NFT, pour parler métaverse. Donc là, vous voyez le genre de création aussi qui vont faire Flores, c'est-à-dire qu'il va y avoir une génération automatique. La clé ici, c'est qu'on va avoir besoin de personnes dans ces métaverses H24. Il y a autant les stores physiques, on est ouvert 8 heures, 12 heures par jour. Les sites internet où il n'y a personne, c'est quand même un tout petit peu vide la nuit, mais à la limite, on y est habitué comme ça. Mais pour tout ce qui est métacommerce, il va falloir des personnes qui vont être là et avec qui vous allez pouvoir tenir une conversation. Donc ça, c'est un premier étage de fusée ici, où vous créez des avatars, ça prend 3 minutes en ligne pour arriver à le faire. Il y a un deuxième étage de fusée qui est de dire on va mettre des capacités conversationnelles. Donc ça, on va bientôt le faire et on le mettra en ligne, où vous pouvez poser des questions aux créateurs, aux fondateurs de France Méta et autres, et qui va préfigurer en fait le service public de demain, parce on pourra avoir peut-être le maire, poser des questions directement avec le maire, et puis vous traitez 90% des questions, et puis pour les 10% restants, il y a un vrai rendez-vous qui est pris. Donc il y a une manière d'humaniser comme ça, beaucoup plus forte. L'étape d'après, c'est de vraiment injecter de l'IA à l'intérieur, et que ça soit des structures apprenantes qui vont être là. Là aussi, un métier complètement nouveau et entier en fait que l'on peut avoir là. Le dernier point. Bonjour. Le dernier point aussi pour résumer, il y a tous les nouveaux métiers un peu. J'avais commencé tout à l'heure en parlant d'Apple et du lancement du smartphone en 2009. On va assister aussi à toute une nouvelle génération liée à cela, génération de mobiles. Donc ça va être des mobiles où il y a des possibilités de voter, des possibilités d'avoir des parties de voitures, des parties de bouteilles, d'échanger, simplement de se bimer de l'un à l'autre et d'échanger comme ça les biens. Donc il peut y avoir du troc, il peut y avoir de multiples choses, de la vérification, de l'authentification, des huissiers, de multiples éléments comme ça de possession. Autant de métiers, vous voyez, de nouvelles manières de penser le monde, avec des actifs digitaux, de la certification, sans avoir à passer par des notaires, des huissiers, en fait, et autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, de pointer du doigt un peu ce monde vers lequel on va, sur lequel on peut avoir de l'ascendant à condition que ce soit nous qui pagayons. Si on laisse les Américains pagayer, c'est la Pax Americana ou la Lex Americana qui va prendre le dessus. On a déjà vu ce que ça donnait pour les GAFA 1.0 et GAFA 2.0. C'est la loi américaine, c'est le common law comme ça qui va s'appliquer, protection des data, et imaginez là les data qu'il peut y avoir. Donc on a initié une demande de subvention donc dans le cadre de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt de France 2030, justement pour avoir les fonds pour, par exemple, créer un Google 3.0.
On a besoin d'un Google, d'un moteur de recherche qui permette de repérer où sont les personnes, où sont les NFT, mais éventuellement d'avoir la traçabilité du parcours des NFT, où sont les avatars, où sont les pseudos, qui sont derrière les pseudos ou pas. Enfin voilà, et d'avoir des indices de confiance, les trusts, pilotes que vous connaissez, enfin bon, tous ces éléments-là, comme ça, qui peuvent être ajoutés. Donc il y a un monde un peu nouveau, un mélange de contrôle et en même temps de porte d'entrée, un peu comme Google a pu l'être. Enfin moi, c'était mon grand combat à AltaVista dans les années, fin des années 90, c'était de dire, on a le glossaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc là, on est exactement au même moment, on est en train de recommencer quelque chose d'un tout petit peu nouveau. Voilà, j'ai fini pour, si vous avez des questions, il y a 2 micros, donc on va vous les passer. Bonjour, je vais avoir 2 questions. La première question, c'est que j'ai pas très bien compris comment vous mettez des tokens sur la bouteille de vin, par exemple, sur du physique. Et la deuxième question, vous avez imaginé un monde donc du coup de métaverse où à chaque fois que des personnes se croisent, il y a les caméras. Mais quelle est la question en fait de la sécurité en fait de la vie privée? Alors, sécurité de la vie privée, je vais commencer par celle-là. Elle est assez élevée dans le sens que c'est de l'open source. Donc, c'est Work Adventure et il y a un des représentants comme ça, Emma, qui est au fond, enfin, qui nous accompagne depuis à peu près 6 mois. Parce qu'on a fait ce choix-là à cause de solutions françaises, solutions open source que l'on peut auditer et on peut regarder. On choisit soi-même quand on crée le métaverse, le serveur sur lequel on le met. Aussi, on peut venir le positionner. Alors, ça peut être du Reddit, ça peut être d'autres choses, mais on a ce choix-là. Donc là, je dirais, vous êtes un peu en charge du truc. À un moment, on va faire un peu comme pour WordPress. On va pousser des solutions et puis voilà. Enfin, on a cette couche-là qui va être un peu en SaaS et on peut aller le poser sur du IaaS ou du PaaS, enfin un peu de son choix. La question sur le premier point, c'est la bouteille, en fait, c'est un droit de propriété qui est donné, qui est créé, et qui vous donne droit, en fait, à la livraison de la bouteille. Donc vous êtes propriétaire avec le droit de livraison, en fait, qui est intégré. Et c'est bien, en fait, la photo de la bouteille qui est prise, et on lock, en fait, parce qu'au début, on l'a fait sur Binance, mais on a mis un système où, quand j'ai fait le mintage, j'ai mis à l'intérieur de la photo l'heure de mintage que l'on retrouve en fait sur le code lui-même du NFT. Donc on peut faire une vérification immédiate pour savoir si la photo que l'on a là est bien celle en fait qui est celle du NFT. Il y a un lien comme ça visuel qui est fait. Deuxième lien, c'est qu'on peut téléphoner à un numéro. On l'avait mis pour les grands crus et des bouteilles, c'était entre 1000 et il y a une collection qui est partie à 12 000 euros. On peut téléphoner et tomber sur le standard en fait de la société. Donc il y a quand même un lien physique à un moment pour se rassurer avant de sortir avant de sortir l'argent de son wallet pour acheter le NFT. Mais du coup, si le bien physique il n'existe plus, le NFT il n'existe plus? Le NFT n'existe plus quand le produit a été livré, c'est-à-dire qu'à un moment on exerce un NFT, il est en suspens et on fait un burn de NFT dès que la bouteille a été livrée. Et le NFT disparaît à ce moment-là. Mais pendant 5 ans, il peut circuler. Et l'intérêt des grandes maisons, des châteaux de grands crus classés, c'est qu'ils touchent une royalty à chaque fois qu'il y a une vente de NFT, comme vous le savez. Donc vous le calez à 3%, il y a 10 échanges, vous multipliez quasiment par 2 le prix de la bouteille, qui est revenu comme ça, voilà, alors que le prix a peut-être pas forcément augmenté. Donc ça aussi, il y a une sorte de rente sur les 10 prochaines années qui peut être intéressante. N'oublions pas non plus qu'il y a un troisième élément d'intérêt pour les maisons. C'est un peu quand vous prenez du Wonderbox, vous offrez, j'ai été un peu dans le secteur du tourisme, vous offrez du Wonderbox, il y a 20%, 30% des personnes qui n'utilisent jamais le coffret cadeau. Imaginez la marge, je suis sûr que le bottom line de la boîte vient de ces 30%-là. Il y a 30% qui ne sont pas vendus, vous avez acheté ou acheter un produit d'essai de voiture sur un circuit, il n'y a jamais la date, il n'y a jamais le truc, bon, et on finit par oublier parce qu'il y a une date de péremption sur ces produits-là. Imaginez là ici, il va y avoir du NFT perdu, comme pour le Bitcoin. Il y a les 3 millions de Bitcoins qui ont été perdus, c'est exactement la même histoire qui est en train de se répéter ici, mais de manière un peu plus fabriquée. Ciao. Autre question ? Bonjour, merci. Bonjour. Moi, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. J'étais ici pour apprendre, pour connaître ce qui se passe et ce que va être le futur et voilà les futurs métiers des enfants, des petits-enfants et des générations à venir. Moi, je me posais une question. Vous avez parlé justement de ne pas se faire manger par les
par les GAFA, par la loi américaine. Là, j'ai compris que vous parliez du développement qui est fait en France. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur ce qui est fait au niveau de l'Europe ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a des doctrines qui sont en train d'émerger, des réflexions qui sont en cours, et on en est encore au stade d'essayer de définir sans le faire. Donc on est en train de définir le plan avant de le faire, alors que les Américains sont toujours dans une logique beaucoup plus rapide de j'ai l'idée, je la teste, et puis je vais la montrer aux investisseurs, et hop, et ça y est, il y a une échelle de perroquet qui se met en place. Et nous, on est sur un plan qui est là. Ces éléments-là, tels que j'ai essayé, par exemple France Méta, on est allé les présenter à l'Élysée. Il y a eu un aller-retour. Ça s'est fait en fait avec Bercy. Voilà, et tout ça, ça patine parce que il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'à un moment, au début du mois de juillet, j'ai fait le dépôt. On a dû demander une dizaine de millions d'euros pour dire, avec 10 millions, on a quand même un gros plan de formation pour informer, pour être peut-être plus accessible que je ne l'ai été ici par rapport à vous. Je ne connais pas votre background. Je l'ai situé comme connaissant normalement les réseaux sociaux en fait et autres. Mais en effet, j'aurais pu repartir d'un peu plus loin. Pas grave, il y a la lecture sur mes posts ou sur Internet pour un peu mieux comprendre de quoi il en retourne. Et en effet, je donne un peu un éclairage en temps réel là, des directions que l'on peut prendre ou ne pas prendre. Et si de toute façon on ne les prend pas et on ne prend pas d'avance, enfin on va se faire shooter après en retour. Une question là-bas. Est-ce que vous pourriez détailler tout ce qui est métacommerce ? Quand vous parliez de Web to Meta, enfin vous avez donné plein d'exemples et ça avait l'air hyper intéressant. Alors, c'est plus que s'avérer, ça l'est. Le point, c'est, vous connaissez la grande question sur le Web to Store, c'est-à-dire vous faites venir les personnes sur le web, ou elles achètent sur le web, ou alors vous les transférez sur le store. Quand, par exemple, je dirigeais Last Minute, j'ai fait du Web to Fun, c'est-à-dire que j'avais un taux de transformation de 0,4% en fait, du site internet Last Minute sur le site, alors que quand j'envoyais les personnes pour avoir des renseignements téléphoniques, j'avais 40% de taux de transformation. Et quand on est dans une agence, on est à peu près à 30%. Donc mais 30% pour des personnes qui n'ont pas encore préparé leur voyage. Donc, alors que si vous avez déjà décidé de partir, vous avez à peu près, vous êtes à 50-60 pour une agence de voyage. Là, l'idée pour le métaverse, on est en train de rajouter, vous voyez, une couche de plus, qui est de dire, il va y avoir du métacommerce, c'est-à-dire vous êtes dans un environnement comme celui-là. Est-ce que ce métacommerce, vous le faites localement ? C'est-à-dire vous sortez la carte de crédit ou le MetaMask de votre digital wallet pour payer, ou est-ce que vous préférez peut-être, par rapport à un univers que vous ne sentez pas encore sécurisé, qui était mon cas en last minute en 2003, personne ne sortait encore sa carte de crédit pour payer plus de 1 000 euros. On avait besoin d'être rassuré au téléphone. Donc la clé, j'ai pu passer 150 millions d'euros à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires juste par la compréhension de ce qui se passait. La personne ne lâchait pas son numéro sur un site Internet. Il va se passer, je pense, la même chose là. Il va y avoir des hacks, il va y avoir des tas de trucs. Les plateformes sandbox vont être... Pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'argent dessus à prendre. Mais le jour où il y a des magasins virtuels à cambrioler, et tout ça, il va y avoir exactement les mêmes choses qui vont se passer. Et c'est pas les failles qui manquent. Donc voilà. Enfin, donc cet élément-là, vous voyez, il y a toute une réflexion à faire sur ce métacommerce. Est-ce que je l'envoie sur le web pour ensuite le transférer, faire la vente sur le web. Voilà, donc il y a, vous voyez, ces 3-4 couches comme ça. Et quel est le chemin critique? Il n'est pas encore très bien fait. Simplement Nike le fait lui en amont, il le fait bien, mais il le fait sur son site, sur sa propre sous-partie en fait d'un Sandbox ou Decentraland, je crois, ou Roblox, je ne sais plus, mais voilà, il le fait là. Et après, il fait un transfert néanmoins de ces NFT. Il demande aux personnes s'ils veulent des chaussures réelles pour une fabrication réelle à l'unité, comme ça, de ces chaussures-là. Et ça se fait sur leur site à eux, sur Nike. Voilà. Donc ça, c'est intéressant si vous êtes intéressé par le métacommerce en cours qui est là. La question après se pose, c'est pour les biens virtuels, c'est pas la peine d'envoyer sur le web. Donc les biens virtuels vont être vendus directement là. Mais les biens virtuels, est-ce que vous vendez des options, des abonnements? Est-ce que c'est des produits? Est-ce que c'est des produits uniques? Est-ce que, enfin, vous voyez, il y a toute une séquence comme ça de multiplications qui se posent. Et ça peut faire partie des métiers dans l'entreprise, ça peut faire partie des métiers un peu à l'extérieur, comme ils se sont créés toutes les web agencies dans les années 90.
il va y avoir des méta-agencies. Il y en a déjà à peu près une bonne dizaine en France, mais il va y avoir Flores, enfin, et autres. Et il y a toute une partie aussi d'accompagner les entreprises dans la réflexion. Est-ce qu'elles ont besoin? Moi, par exemple, quand le producteur de vin est venu me voir, il voulait un métaverse, parce qu'il avait entendu parler du métaverse. Au bout de 10 jours, je l'avais convaincu, montré que c'était plus intéressant de faire un NFT qu'un métaverse de la région de Bordeaux. Bon, qui n'apportait pas vraiment de valeur ajoutée. Néanmoins, je travaille avec un céréalier actuellement. Là, il y a un métaverse qui est pertinent pour, par exemple, rassembler les best practices pour les céréales. Si vous avez besoin, si vous faites du blé, que vous avez besoin de 600 millilitres d'eau et qu'il ne vous reste plus que 300 millilitres d'eau avec les sécheresses en fait, qu'il y a, il est temps de faire du mil, de faire d'autres produits qui ne consomment pas autant, ou alors de faire un stockage d'eau. Enfin, c'est ça. Là, le métaverse peut être une représentation d'une zone un peu test pour arriver à partager et faire de la formation, de la communication avec d'autres. Donc même pour des céréaliers comme ça a une pertinence assez forte. Et aucune transition, mais est-ce que vous pourriez parler des ICO? Oui. Les ICO, ce sont des... Par exemple, quand on prend le cas du film là, que j'ai pu donner là, c'est une sorte de pré-vente. Vous fabriquez des NFT ou des tokens, et ces tokens, en fait, vous les prévendez. Donc il y a une prévente en fait, d'actifs digitaux. Vous avez une part du film, une part des résultats, et vous les prévendez. Là, jusque-là, c'est de la token de l'ITO, donc c'est du Initial Token Offering. Vous ne faites que de l'offre en fait, de tokens. Là où ça devient un coin ICO, Initial Coin Offering, c'est quand vous prenez ces tokens et vous les portez sur un token exchange comme Binance, comme, je ne sais pas, tous les autres, Kraken & Co, Orbit. Là, à ce moment-là, ça devient une monnaie réellement et qui devient échangeable avec un cours en fait, qui se met à fluctuer. Alors qu'avant, si je le fais par exemple pour mon réalisateur, eh ben, le token va valoir 5 € et puis le token ne bouge pas. Voilà. Vous voyez, donc l'ICO, ça a été ça. Ça a été d'arriver à introduire en bourse des choses, des valeurs de tokens qui étaient peut-être à 1 $, et puis c'est monté à 10, à 20. Forcément, ça redescend à un moment ou à un autre, ça se stabilise. Si le token a été bien pensé, normalement, il se stabilise après, il a été pensé pour être stabilisé. Seul problème des ICO, il y en a eu à peu près 8 000, 10 000. Et sur les 10 000, il y a dû y avoir à peu près 80% d'arnaques. Alors, c'est pas arnaque, c'est arnaque ou mal designé, parce que la techno, en fait, ne permettait pas de bien de délivrer. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas, si vous utilisez Bitcoin pour faire des tokens de réservation de voitures, réservation de taxi ou d'Uber, idées, par exemple, qui sont sorties à l'époque, les gens ont levé 20 millions de dollars là-dessus. Le problème de Bitcoin, vous n'avez pas pris le facteur limitant, qui est, vous avez 3 transactions par seconde possible. Donc 2000 toutes les 10 minutes, il y a quand même une sacrée limitation à un niveau mondial, surtout si vous faites la comparaison avec Visa. Visa, c'est entre 40 000 et 100 000 transactions secondes. Vous voyez, pour vous donner les ordres de grandeur. Si vous prenez Facebook, vous avez à peu près 100 millions, vous êtes à un peu moins, 50 millions de rafraîchissements secondes des pages. Vous voyez, donc quand vous jouez à un niveau mondial, ça suppose quelque chose que le Bitcoin ne permet pas, Ethereum pas encore, donc on va voir avec le Proof of Stake qui a été mis en place, s'ils tiennent maintenant la rampe. Pour l'instant, il y a une finalité très écologique de diviser par 200 l'empreinte écologique. Jusque-là, c'était à peu près 800 kWh pour faire une transaction, pour faire un mintage, si vous passez par Ethereum. Donc on va voir, donc déjà ça descend, mettons, à 200 kWh. Ça me semble encore, à 2 kWh, ça me semble encore énorme. Un mail, c'est 3 Wh. Voilà, pour vous donner un peu les échelles de grandeur. Donc l'objectif de NFT pas cher en fait et autres, heureusement il y a Polygon, heureusement il y a d'autres solutions alternatives, ou des Binance Blockchain en fait pour et autres, mais on n'en est pas encore là en termes de respect de la planète. Et bon, voilà, moi, ça, c'est ma préoccupation depuis le début. J'ai une sensibilité. Je vis dans une ferme, donc j'ai les mains toutes noires parce que j'ai ramassé 150 kilos de noix il y a à peu près 3 jours. Donc, je vis dans une ferme dans le Berry, 8 heures de métaverse, 8 heures de ferme. Je peux vous assurer que ça vous campe un peu voilà, solidement voilà, entre les étoiles et la Terre. Donc là, le point, voilà, c'est de rester très concret sur ces éléments-là. Difficile. J'ai encore 2 questions, mais je ne veux pas monopoliser. Est-ce que je peux poser encore 2 questions? On va voter. Pardon, ouais. C'est bon. Est-ce que vous pensez que pour une marque qui veut se lancer, par exemple, mon cas, c'est de la fashion tech. Ouais. Donc, je vais faire des produits qui sont liés à des NFT. Ouais. Mais en fait, j'ai un produit qui va prendre pas mal de temps de R&D. C'est un produit innovant. Mais je me disais, est-ce que je peux commencer à vendre des NFT jusqu'au moment où le produit physique sera dispo, en fait? Ouais. Ça peut être pas mal, du coup, comme une bonne stratégie de lancement. Le meilleur exemple, c'est le film. Le film va sortir probablement en début 2024. On va commencer, je dirais, d'ici la fin de l'année à vendre des NFT.
Et NFT qui encapsule la rencontre du designer, le truc, le machin. Enfin, pour votre exemple, c'est ça, et avec une date. En revanche, il faut délivrer en time, quoi. C'est pas louper le On a truc. une deadline, quoi. Parce que là, deadline produit un peu serré, enfin à tenir, parce que il y a toute la confiance que l'on a comme ça et que vous êtes en train d'instiller. Il faut juste la respecter, ou sinon vous êtes cramé pour la suite. Enfin, c'est bon, tant pis pour vous après, quoi. Et ma dernière question, c'est un peu une prospective, peut-être pour conclure, je ne sais pas, mais c'est en fait sur l'avenir du monde et pourquoi le métaverse. Moi, ma stratégie commerciale va utiliser le métaverse, mais personnellement, je serais limite un peu contre. Enfin, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose pour nous faire regarder ailleurs et nous faire vivre, entre guillemets, le début de la fin du monde en douceur. Parce qu'en fait, voilà, quand le monde va s'effondrer, quand on va commencer à se battre pour de l'eau, de l'espace et de la nourriture, on va pouvoir vivre dans un monde parfait où il y a des palmiers partout et où on a une vie parfaite avec des avatars qui ont l'air d'avoir 30 ans de moins que nous en réel. Et est-ce que ça, c'est pas vraiment un peu un truc à la Don't Look Up et où on est en train de nous mettre la tête sous le sable pour voilà, alors qu'en fait voilà, la maison brûle, mais on va s'en faire une nouvelle digitale. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit les phénomènes au Japon des koonimi, là, je sais plus, là, les joueurs qui sortent pas de chez eux pendant 2 ans, qui parfois meurent parce qu'ils oublient ils oublient de boire, parce qu'ils jouent trop, etc. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai mis un masque Oculus, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, je regarde Netflix dans une villa de milliardaires. Je pourrais très bien faire ça en étant au RSA dans une chambre de 9 mètres carrés. Donc, en fait, à quoi bon vouloir être ambitieux? À quoi bon vouloir travailler? À quoi bon... En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le début de la fin du monde, tout ça. Je suis désolée. Non, mais vous avez raison. C'est à la limite, le film Ready Player One a très bien décrit le truc. Vous avez le monde... Pas vu, mais on en a parlé. Voyez-le, parce que le monde s'est écrasé, et puis il y a un truc absolument formidable qui se passe à côté. Chaque époque a eu son truc. Si vous lisez Baudelaire, les paradis artificiels, il est parti dans la drogue pour fuir la réalité. Donc chacun a des manières de se divertir, où là ça va plus loin que le divertissement, c'est les notions d'évitement comme ça qu'on apprend en psycho, qui sont exactement cette nature-là de fuite et de se confronter. Donc il y a un principe de plaisir qui prend le dessus par rapport à un principe de réalité qui est de se confronter en effet à des contraintes, en effet à des difficultés, en effet à la matière. À la truc, et moi je le vois, et ma décision de quitter Paris il y a 2 ans, elle était là-dessus. C'est en effet, j'ai pas un avenir, j'ai pas une vision très heureuse de truc. Je pense pas il va y avoir un affaissement, pas forcément un effondrement, on va réagir, mais ça va devenir très très compliqué. Et en termes de qualité de vie, je le vois là maintenant après 2 ans de recul. C'est un tout petit peu dur l'hiver parce que la campagne, vous la connaissez l'été, la campagne l'hiver, quand il fait 0 degré, où on est descendu à -7 l'hiver dernier, c'était un peu compliqué, chauffage au bois, le truc est un peu plus robuste. Mais néanmoins, je pense qu'après, il y a des voies un peu plus équilibrées et que la vie dans les villes va devenir assez infernale. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait une vraie volonté. Il y a peut-être un inconscient collectif qui est à l'œuvre, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté de mettre le truc sous le tapis. Non, il y a un déni par rapport à tout ce qui s'est passé, comme le déni au début du Covid avec la petite grippe, comme il peut y avoir maintenant avec ce qui s'est passé cet été. On va voir les réactions, mais il suffit de voir le focus du gouvernement sur une urgence actuelle, c'est la retraite. À un moment, je me pince. Enfin, là, je me dis, alors que la retraite, ça fait 30 ans qu'on la met sous le tapis, et on fait des petits ajustements à la marge. Ça m'étonnerait qu'on ait une avalanche aussi forte que ça dans les 3-4 prochaines années, alors que là, il y a un truc, un mur juste colossal, avec entre inflation, économie, en fait, tout le reste. Mais je ne crois pas à une volonté sur le truc. En revanche, ce qui s'est passé pour Facebook, c'est que Facebook est en train de perdre, en fait, toute la tranche des 15-25 ans. Il n'y a plus que 30% des 15-25 qui viennent comme ça. Ils n'arrivent pas à les récupérer. Ils partent tous en effet, pour faire du Fortnite, Epic Games & Co. Donc il a vite réagi en se disant, c'est ma porte de sortie. Bon, il se trouve que d'un point de vue stratégique, il y a quand même eu pas mal de boulettes qui ont été faites par Mark depuis le début et que c'est pas, à mon avis, la bonne. Voilà. Voilà, mais bon, restons optimistes, travaillons déjà au moins pour ça, essayons de prendre un tout petit peu le lead pour arriver à guider et éviter d'avoir à s'imposer des trucs, ou surtout d'avoir des enfants qui vont créer à la volée leur métaverse perso, parce que ça, il va y avoir ma finalité, c'est de créer du WordPress as a service,
Donc le WordPress du métaverse, c'est exactement de faire ça et de pouvoir pondre un métaverse en l'espace de 5 minutes. Donc ça, on n'est pas très loin avec différentes solutions et on est en train de les recueillir. Notre souhait, c'est une sorte de réponse à Emmanuel Macron qui dit « je veux un métaverse européen ». Par rapport à la remarque « je veux un métaverse européen », on lui répond « on va vous faire 300 millions de métaverses européens ». Et chacun va avoir son métaverse comme ça, et surtout interconnectés les uns avec les autres. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on se bat pour défendre un peu ces couleurs-là. Mais il y a quelqu'un qui fait ça, on l'a rencontré la semaine dernière, qui fait du no-code pour le métaverse et le NFT. On est intéressé. Vous aurez un concurrent. On peut vous donner son contact. Ah bah oui, non, il est très, très sympathique. Oui, en plus. Il n'y a pas pour l'instant. Ouais. Bon, s'il n'y a plus... peut-être une dernière question ici. Ça va aller assez vite. Donc je regarde ça depuis un petit bout de temps. Je ne connaissais pas du tout France Méta. C'est une entreprise, une association? C'est une association. Une association qui est vous pouvez devenir membre, c'est gratuit si vous êtes particulier. C'est 10 euros si c'est 10 euros si vous êtes développeur, c'est 100 euros si vous avez une micro-entreprise, enfin, ou une entreprise. Et là-dedans, là-dedans est un peu plus impliqué donc, pour les actifs numériques. Donc nous, on a juste un peu plus de recul par rapport à du Web 3 et Métaverse, que là-dedans ne couvre pas forcément pour l'instant. Enfin, je n'ai pas trop entendu parler la manière dont ils se positionnaient là-dessus. On est impliqué à des niveaux européens. On est en train de réfléchir pour définir une doctrine blockchain européenne. Donc on est un peu impliqué là-dedans. Et le point ici, c'est pas d'être aussi structuré qu'eux, c'est juste de réunir les personnes, de faire une newsletter qui fait le point un peu sur les avancées, et puis d'être assez précis sur les alternatives en fait que l'on peut avoir à Facebook. Voilà, c'est d'être aussi concret que ça et d'essayer de faire avancer la formation en France pour éveiller un peu tout le monde le plus rapidement possible par rapport à ça. Là-dedans, j'ai pas vu ça dans leur mission qui est c'est diffuser de l'info, alors que nous, on est en train de viser une formation de entre 10 000 et 100 000 personnes sous la forme de MOOC, sous la forme de trucs, donc de mettre tout le monde un peu la tête dedans de manière accélérée. Et ce qui n'empêche des actions. Moi, j'ai fait partie, par exemple, de l'ANC, Autorité des normes comptables, pour être certain de pouvoir intégrer les tokens dans la comptabilité à la fin 2018. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt privilégié, plutôt que d'être dans un groupement et autres. Voilà, j'ai pas rejoint là-dedans, en fait, parce que un, j'avais pas le temps, et puis deux, les réunions à plusieurs et tout ça commençait un peu à me fatiguer. J'ai 62 ans, donc voilà, moi, voilà, j'ai trop donné dans ma vie, dans les Danone, en fait, et autres, et grandes boîtes américaines. Voilà, pour continuer à faire des grosses réunions comme ça. Je vais juste rejoindre